Ce balado est propulsé par Kaleido, l'épargnitude qui en fait plus. Bonjour, bienvenue dans l'univers à la hauteur de nos tout-petits. Je m'appelle Maggie Bélanger et cette semaine, on va parler d'un sujet que je juge essentiel, soit celui de la sexualité chez nos tout-petits. La sexualité comme adulte, ça peut nous amener des fois certains inconforts, des questions. Et pour preuve, l'épisode le plus écouté du balado à la hauteur de nos tout-petits, eh bien, c'est celui sur la sexualité dans le couple. Ça vous donne une idée que clairement, c'est un sujet dont on a besoin de parler, où on a des questions comme adultes. Mais là, aujourd'hui, je veux vraiment qu'on tourne complètement notre regard d'un 180 degrés pour regarder ce sujet-là chez nos tout-petits. On parle ici davantage de la découverte du corps, mais je me suis quand même intéressée au fait, avec les expertes, de savoir quelle est la vision, quel regard pose notre tout-petit par rapport à son corps, par exemple? Est-ce que son pénis, sa vulve, ils vont avoir le même regard que nous? Est-ce que ça va être un objet de désir? À partir de quel âge ça devient un objet de désir? Si nous, les parents, on est un peu mal à l'aise avec cet éveil-là au corps, à la sexualité, comment on peut s'y prendre pour être accompagné dans tout ça? Donc vraiment, je vous dis, c'est un épisode qui est doux, qui est bienveillant, puis qui est quand même drôle aussi parce que les deux expertes, vous les adorez. Je parle ici de Lauriane-Hélène Gauvin, sexologue, et également de la fabuleuse psychoéducatrice Mélanie Bilodeau. Et en segment coup de cœur, il me semblait essentiel de m'entretenir avec Jessica Martin, qui est chargée de projet et formatrice pour la Fondation Marie-Vincent. La Fondation Marie-Vincent est là comme mission de soutenir les enfants et les adolescents qui sont victimes de violences sexuelles. Ils sont là, évidemment, quand l'inimaginable se produit, mais dans leur mission, il y a aussi de la sensibilisation, de l'éducation, de la prévention, puis c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Parce que malheureusement, Jessica me confirmait dans les statistiques que une grande partie des agressions qui a lieu chez les enfants, une grande partie des agressions à teneur sexuelle, eh bien, ça a lieu par un membre de la famille ou une personne que l'enfant connaît. Alors, comment amener cette notion-là d'adulte de confiance quand on sait que ça pourrait potentiellement être un agresseur? Eh bien, elle va nous donner une bonne suggestion. Une phrase que vous allez voir, je vais la répéter, je vais même la mettre à la fin de l'épisode. Je vous le dis, si vous avez un segment coup de cœur à écouter, je pense que c'est celui-là parce qu'il est important pour vous, pour vos enfants, puis j'allais dire pour les enfants de votre entourage, parce que vous pourriez être l'adulte significatif d'un enfant dans votre entourage qui serait malheureusement victime de violences sexuelles. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, d'écouter ce segment coup de cœur jusqu'au bout. Vous allez voir, c'est fait avec beaucoup de douceur et de bienveillance, mais je pense que ça va vraiment nous aiguiller comme adultes, comme parents, afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour mesdames, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour! C'est bien de se rencontrer, de pouvoir connecter nous aussi pour parler de tout ce qui englobe la sexualité chez nos tout-petits. Souvent, la sexualité à l'âge adulte, évidemment, ça prend plus de place dans notre quotidien, mais il faut jamais oublier que ça débute dès qu'on vient au monde, finalement. Mm-hmm. Et là, plus l'enfant grandit, plus ça nous amène des questionnements, puis je trouve aussi, plus ça nous confronte à notre propre passé, à ce qu'on a vécu. Puis j'irais même, je pense, jusqu'à dire à nos valeurs comme parents. Qu'est-ce qu'on dit pas, à quel point on est à l'aise. Avez-vous l'impression qu'il y a encore certains tabous autour de la sexualité de nos tout-petits, même en 2022? Oh oui! On y va tous ensemble? Oui! Je voyais Lauriane-Hélène, oui. Eh oui, c'est sûr. Il y en a plein de tabous encore, puis tout part de notre éducation, comme tu l'as nommé, hein. Alors, comment on a grandi? Est-ce que notre génération, on a entendu les vrais mots à la maison aussi? Alors maintenant, est-ce qu'on est à l'aise de dire pénis, vagin devant nos propres enfants si on n'était pas à l'aise de le dire quand on était nous-mêmes enfants? Alors oui, tout ça, là, c'est clair, ça a des impacts sur la parentalité encore en 2022. Ben oui, dans le fond, tu sais, l'éducation sexuelle, quand
on sonde les adultes qui sont en âge de procréer. On va leur dire, c'est quoi ton éducation sexuelle? Bah, j'en ai pas vraiment eu. Tu sais, à part le pénis de bois, ou sinon, souvent, ça va être le FPS, que c'était plus comme, attention, la chlamydia, ça, c'est le mal, puis ça va faire, tu sais, c'était vraiment... C'était plutôt limité. Exactement, tu sais, c'était on s'est instruit des fois sur Internet ou dans des revues, mais là, on bifurque beaucoup vers la pornographie, tout ça. Exact. Qui est pas vraiment une source d'éducation non plus. Non, exactement, mais souvent, c'était, oui, une source d'éducation sexuelle, c'était la pornographie, c'était la seule chose qui disait, mettons, c'est ça qui est normal, c'est ça qui est pas normal, c'est comme ça qu'on est bon, c'est ce qu'on est censé aimer, c'est ce qu'on est censé ne pas aimer. Fait que ça ramène tout ça à nos valeurs, justement, puis à voir aussi la sexualité comme quelque chose, justement, de très tabou et de très, justement, la sexualité adulte. On a de la difficulté à dissocier la sexualité qui est des enfants puis la sexualité qui est d'adultes. Très bon point. Souvent, quand on parle d'éducation sexuelle dans nos pratiques, Lauriane, Hélène et moi, les parents vont dire, ben non, mais là, on parle pas de sexualité avec nos enfants. Oui, parce que nous, on regarde avec nos yeux d'adultes pour se dire, voyons, on va éveiller ça en eux, ça n'a pas de sens. Ben voilà, puis surtout pas avec les plus petits, 2, 3 ans. Ben non, on parle pas de sexualité. Mais oui, l'éducation sexuelle, ça commence dès la naissance. Nous sommes des êtres sexués, là, à la naissance. Donc oui, on en parle. Il faut en parler. Puis là, justement, on va répondre à toutes tes questions. Ben là, c'est pour ça. Là, lorsque je préparais l'émission, d'habitude, on jase, on va à gauche, à droite. Et là, j'avais beaucoup de questions. Je me suis même abonnée à certains groupes de mamans. J'ai vu passer des commentaires, des questions, des fois qui sont venues me brasser dans mes valeurs, dans ce que je pense. Alors maintenant, je vais vous renvoyer la balle, vous qui êtes les expertes. Ça fait qu'on va faire une espèce de en rafale, mythe, réalité et peut-être comment on pourrait l'aborder, nous, comme parents. OK? Bon, on y va avec le fameux bain. On a un garçon, une fille. D'emblée, quand ils sont jeunes, bien souvent, ils prennent leur bain ensemble. Hein? On s'entend, c'est beaucoup plus pratique. À quel âge? Ça fait plus de sens de les mettre ensemble dans le bain. Parce que moi, j'ai des commentaires, des fois, de grands-parents, de, ben là, ils vieillissent, là, faudrait que tu les sépares. Mais pour eux autres, c'est naturel, ils s'amusent. Moi, je ne vois aucune connotation sexuelle à ça. Est-ce que la littérature, votre expérience nous dit autre chose? Hey, là, moi, je te regarde parce que je veux pas trop répondre pour toi non plus, là. Mais, tu sais, la réponse, tu viens de la nommer, hein, Maggie. J'ai pas de malaise. Donc, tant que tu n'as pas de malaise, ben, il y en a pas de problème. Mais tant que tes enfants non plus n'ont pas de malaise. Alors, il y a pas d'âge, là, dans la littérature où on dit, ben, il faut arrêter d'avoir des contacts, donner notre bain, prendre notre bain ensemble, même prendre le bain entre parents-enfants, prendre notre douche avec notre enfant, se promener nu dans la maison. Tout ça, ça part de nos propres limites. Donc, à quel point on est à l'aise, nous. Quand les enfants commencent à s'intéresser aux parties génitales de l'autre, à l'aspect sexuel de l'autre, ben là, on est peut-être rendu à recadrer certaines affaires, tu sais. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi, C'est Lauriane? exactement la même chose. Pour moi, c'est pareil. Quand que je parle d'éducation sexuelle, c'est de respecter les limites, oui, nos limites à nous, parce que certains parents ne sont pas à l'aise avec la nudité, prendre un bain avec leur enfant nécessairement. Donc, c'est de se respecter en tant que tel dans tout ça, mais de respecter nos enfants aussi dans leur intégrité, puis aussi selon leur développement. Si à un certain moment, il y en a un qui est plus intéressé que l'autre, puis que l'autre dit, ah ben, j'aimerais ça prendre mon bain tout seul, c'est de respecter ces choses-là, puis justement d'y aller au rythme, puis aux limites, vraiment. Voilà. L'intimité, là, c'est une notion qui est personnelle à chacun. Donc, même entre chacun de nos enfants, ils ont peut-être pas la même limite. Ben voilà, moi je connais un garçon qui a pris sa douche et là attention les auditeurs, je sais qu'il y en a qui vont faire oh my god, mais qui a pris sa douche jusqu'à 12 ans avec sa mère. Et là on peut avoir tendance à dire oh my god, mais c'est épouvantable. Mais ce jeune-là n'était pas encore dans sa puberté. Lui, il avait pas une érection à voir sa mère toute nue. Il y avait quelque chose encore dans le lien là, tu sais, dans la relation, dans le lien affectif, mais c'est cette mère et cet enfant se faisaient pas des caresses dans la douche non plus. C'était banal. Ils prenaient leur douche et ce n'était qu'utilitaire. Ils se lavaient puis on sauvait du temps, là. Exact. Ça part vraiment des limites de chacun. Mais là, tantôt, on parlait un peu de malaise avec l'enfant. On prend l'exemple, je sais pas moi, d'un père qui, justement, sort de la douche et nu, sa fille est là. On sent, là, qu'elle regarde le pénis, là, puis qu'elle a beaucoup de questions, que ça a l'air de... puis les yeux sont toujours rivés. Est-ce que ça, déjà, c'est un signe de dire « Ouais, c'est plus le moment » ou à l'inverse, c'est un signe pour en parler? Comment on interprète ça? Ben en fait, je pense que c'est important
de poser les questions, tu sais, aux enfants, puis d'être un peu de l'avant dans tout ça. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois, de fixer, de regarder, puis de se questionner. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de malsain. Au contraire, c'est très sain, c'est très normal. Donc, effectivement, c'est de se questionner plus sur notre propre malaise, de OK, pourquoi je suis mal à l'aise qu'elle regarde mon pénis, alors que pour elle, c'est vraiment juste c'est quoi cette affaire-là qui pendouille entre les jambes de mon papa? Que moi, j'ai pas aussi, la différence dans le corps de l'autre. Exactement. Fait que c'est de faire, tu sais, ça, c'est un pénis, tu sais. Tout simplement. C'est pas obligé de faire le pénis, terre à la tête de... Non. Tu sais, je veux dire, pas obligé d'aller dans l'élaboration. Dans son développement, elle est rendue à savoir ça s'appelle comment, c'est tout. Elle est juste curieuse. C'est le pénis à papa, on n'y touche pas, c'est à moi, comme toi, avec ta vulve, genre. OK. Mais justement, exemple 2, mettons, une petite fille et sa mère. Est-ce que là, on a l'impression que c'est plus, je vais dire le mot éducatif, dans le sens, exemple, je prends mon bain avec ma fille. Elle va me poser des questions sur, mettons, mes seins, ma vulve. Mais là, on est du même sexe. Donc, on va avoir tendance à y répondre parce que, bon, elle se projette. Elle peut dire, j'ai hâte, moi aussi, d'avoir des seins pour allaiter le bébé, tout ça. Est-ce que là, justement, on a tendance à mettre un peu moins de malaise dans l'histoire puisqu'on est du même sexe, un père avec son fils ou une mère avec sa fille? Ben, je pense que oui. Encore une fois, ça part de notre propre malaise. Mais je pense que sur le plan culturel, parce que là, on parle de la société québécoise en général, mais tu sais, si on va dans d'autres cultures, c'est pas nécessairement comme ça que ça se passe, mais dans notre culture, je pense que oui, on est souvent plus à l'aise avec le même sexe, tu sais. Au même titre que moi, quand j'étais ado, j'aurais pas nécessairement pris ma douche au volleyball avec d'autres gars, tu sais. Je prenais ma douche avec d'autres filles. Alors, je pense qu'il y a ça, mais là, on est dans une société où, au niveau de l'inclusion des genres, la diversité des genres aussi, il y a beaucoup de questions en ce sens-là. Alors, peut-être que ma petite fille n'est pas une petite fille aussi. Ça, c'est un autre enjeu. Mais je pense qu'il faut partir vraiment de nos propres limites. Encore une fois, si toi, t'es pas bien à prendre ton bain avec ton enfant, t'arrêtes ça. Tout simplement. Puis comme le disait Lauriane tantôt, ça reste qu'il y a un aspect de découverte et d'éducation à travers tout ça. Alors, pas parce que l'enfant, justement, te regarde les seins que ça veut dire que c'est terminé de prendre le bain ensemble, que ce soit un garçon ou une fille. Mais si toi, comme parent, t'es mal à l'aise, t'arrêtes ça. Si ton enfant a envie de toucher aussi, là, je pense que, tu sais, on est dans les frontières. C'est un enseignement, mais si l'enfant répète le comportement à répétition, justement, que là, chaque fois qu'on prend notre bain ensemble, même si je lui ai dit non, tu touches pas à mon pénis, que l'enfant répète le comportement, on est peut-être rendu à arrêter, effectivement, tu sais. Avez-vous l'impression que le mot vagin, c'est encore tabou plus que d'autres mots? Je m'explique, je lisais à certains endroits, mon fils, mettons, il y a un pénis, ma fille a une vulve, mais le mot vagin, j'y en parlerai pas. Là. Vu que c'est associé à la sexualité, on le voit pas, elle découvrira ça plus tard. Si j'y en parle, elle va comme essayer de découvrir c'est où, puis ça me tente pas. Ça arrive-tu encore, ça? En fait, pour les enfants, ils sont vraiment satisfaits de ce qu'ils voient à l'extérieur. Fait que, tu sais, pour eux, c'est juste, ils n'ont pas besoin d'en savoir plus. Dans leur développement, c'est correct. Bon, on s'entend, il y a des enfants qui sont plus curieux puis qui ont besoin de savoir le fonctionnement. Après ça, c'est de simplement montrer des dessins. Bonne idée. Pas obligé de, on dit pas mettons à maman d'écarter ses jambes et de montrer c'est quoi, là. Tu sais, je veux dire, un petit, j'ai un tricot d'une vulve que j'ai expliqué à ma fille c'était quoi les parties, tu sais, d'une vulve parce qu'elle était très curieuse, mais la majorité des enfants vont juste être bien satisfaits de dire c'est une vulve. Puis des fois le vagin peut-être vient aussi avec la notion des bébés, hein. Les bébés sortent par où, tu sais, tout ça. Donc là ça amène parfois de nouveaux mots, mais j'aime bien l'idée d'aller dans une illustration parce que c'est vrai qu'un vagin c'est pas très concret comme ça, là. Il y a le petit illustré qui est vraiment cool. Oui, c'est vrai. Puis il est non genré en plus, fait que c'est vraiment super intéressant. Ça va, tu sais, justement, quand on parlait de dysphorie de genre puis de l'inclusivité dans tout ça, c'est juste te dire que ça se peut que un enfant avec un pénis, c'est pas justement un garçon puis une fille avec une vulve, c'est pas une fille nécessairement. Tout ça pour dire que c'est vraiment intéressant d'avoir des images justement pour venir comme identifier tout simplement un corps comme un corps puis c'est tout. J'aime beaucoup ça. C'est vrai que c'est des beaux ouvrages puis
c'est important, comme tu le disais, Maggie, de quand même la faire, cette distinction-là avec les petites filles, mais aussi avec les garçons. Une vulve et un vagin, c'est pas la même affaire. Moi, je suis accompagnante à la naissance, je travaille en périnatalité et j'ai entendu beaucoup de femmes parler comme s'il y avait une confusion entre les deux. Hein? Oui. Donc, je vais demander à l'infirmière de mettre une débarbouillette sur mon vagin pendant l'accouchement. Ben, ce n'est pas sur ton vagin, c'est sur ta vulve qu'elle va mettre. Tu sais, on s'entend, là, t'as 30 ans et déjà, il y a une confusion. Alors, c'est super important que les enfants la fassent, cette différence-là. Moi, je pense pas que les petites filles vont nécessairement insérer plus de choses dans leur vagin parce qu'on leur a parlé du vagin. C'est parce que c'est l'aspect curiosité, découverte. En fait, c'est ça qui va nous amener à peut-être poser des gestes ou vouloir explorer davantage. Si on m'explique que j'ai un orifice, un petit trou qui s'appelle un vagin et que c'est par là que les bébés vont passer, ben ça se pourrait que ça soit suffisant là, comme enfant. Tu sais, je te parle de ton anus, tu le sais que le caca sort par là. J'ai pas connu beaucoup d'enfants qui ont inséré des choses dans leur anus là, tu sais. Alors c'est la même affaire là. C'est un bon exemple. C'est la curiosité qui fait qu'il faut que tu ailles voir c'est quoi, c'est l'interdit. Mais il faut si nommer les choses. On en parle, ben déjà probablement, comme tu disais, on a désamorcé tout ça, puis la question s'est réglée. Puis en tout cas, moi, je sais que ma fille était bien surprise. Elle voyait comme la taille des bébés. Puis là, elle comprenait pas. Mais là, j'ai expliqué, ça s'ouvre, mais ça se referme. Parce que là, pour elle, elle voyait comme un trou béant pour le reste de l'éternité. Ben là, il y a des femmes de 30 ans qui pensent ça, Maggie. Alors là, faut leur expliquer. Elle n'a que 6, alors. Mais ça m'amène un petit peu plus vieux, là. Nos tout petits, mais de 6, 7, 8 ans, qui commencent à nous parler de chatouillis. Exemple... sur mon bras ici à l'intérieur là, quand je me touche, ça chatouille. Mes mamelons, ça chatouille. Ma vulve maman, je sais pas, il y a eu du vent, ça chatouille. On sent qu'il y a un intérêt. Il nous parle pas de masturbation comme telle. Il y a pas nécessairement de geste qui est posé, mais ils ont de l'intérêt. Comment on amène ça? On amène ça comme une sensation, parce qu'encore là, on veut répondre, mais on veut pas aller trop loin pour rien. Ben, je pense que c'est juste d'y aller avec oui, tu sais, de valider que l'enfant a une sensation, tout simplement, d'y aller comme ça, parce que justement, c'est de valider son expérience. Puis c'est de toujours se rappeler, encore une fois, de pas regarder avec des lunettes d'adulte. La sensation, c'est c'est comme sucer un pouce, tu sais, pour eux, là, ou d'avoir une suce. C'est vraiment un réconfort, c'est pas un plaisir sexuel, tu sais. C'est important, cette nuance-là, Lauriane, t'as raison, parce que nous, on va souvent sexualiser l'ensemble des comportements. On a des images en tête, on a une expérience de vie, mais les enfants ne sont pas là. Il faut juste nommer les vraies choses. Oui, t'as une sensation. Oui, ça chatouille. Les enfants à 8 ans, bien souvent, le savent qu'il y a des sensations au niveau du pénis, des sensations au niveau de la vulve. Le clitoris savent pas nécessairement encore ce que c'est, mais ils ont découvert des choses. Là. C'était une piscine, là. Toutes tes petites filles se sont, à un moment donné, mis en avant du petit ou la douche téléphone, là, même, des fois, hein. Ils se lavent les cheveux, puis à un moment donné, tu te rends compte que, ben oui, le toutou, l'oreiller, le bord du lit, tu sais, bon. Alors, tout ça, ça demande la découverte. Alors, le mot masturbation, ça se pourrait qu'il ait déjà été nommé aussi à la maison en ce sens-là, puis en fait, on le souhaite, qu'on ait nommé les vraies choses pour que l'enfant n'ait pas honte de ce comportement-là. Absolument. Et qu'il comprenne les limites, tu sais, c'est là qu'on le recadre. Donc non, on le fait pas devant les autres, tu le fais dans ton intimité, dans ton espace à toi. Ton espace à toi, ça pourrait être quoi ton espace à toi pour ne pas être dérangé? Ben, tu sais, l'enfant va te les nommer dans ma chambre, dans mon bain. Dans ton bain, ben peut-être qu'on est rendu à ce que tu ne prennes plus ton bain avec ton frère ou ta sœur, tu sais. Ça nous donne des indications aussi. On va chercher. Tantôt, vous parliez toutes les deux du genre. Mon enfant, par exemple, a 4 ans. Il arrive pour choisir un avatar pour un jeu vidéo, prend toujours un avatar féminin, mais il est né dans un corps masculin. Lorsqu'il s'exprime, il va utiliser « elle ». Mais son nom, c'est un nom de garçon, il est dans un corps physiquement de garçon. Comment on reçoit ça comme parent? Parce que ça peut arriver très tôt, là, je parle de 4, 5 ans. On le valide dans ses choix, on persiste dans ce qu'on voit visuellement, on demande de l'aide. Qu'est-ce qu'on fait?
On le valide. À mon sens, à moi, on valide l'expérience de l'enfant parce que si on est mal à l'aise avec ça, ça nous appartient à nous. Puis après ça, c'est de nous aller se questionner sur tout ça. Puis justement, si on sait pas trop comment intervenir puis qu'on a trop de malaise face à cette réalité-là, c'est d'aller chercher de l'aide. Il y a des organismes qui existent puis qui permettent justement d'offrir de l'aide comme ça pour les parents sans que ce soit une thérapie ou quoi que ce soit. Tu sais, juste ponctuellement poser des questions. Donc, je pense, mettons, à la ligne parents, justement, qui existe, qui est vraiment intéressante pour ces choses-là. Mais valider l'enfant dans tout ça, puis y aller dans comment il est à l'aise, mettons que cet enfant-là, aime mieux se faire dire « elle », pourquoi pas? Mais ça, c'est pas toujours évident. Parfois, peut-être en tant que parent, on le reçoit, mais là, lorsqu'on arrive dans l'entourage, tout ça, il y en a qui peuvent dire, ouais, mais si je le valide, est-ce que je vais créer la confusion? Mais tu sais, ce qui est important, là, Maggie, c'est d'ouvrir la discussion avec l'enfant. C'est pas parce qu'un enfant de 4 ans, 5 ans utilise le « elle », choisit un avatar féminin alors qu'il a un corps de garçon. Encore une fois, qu'est-ce qu'un corps de garçon? Bon, ça, c'est une autre affaire, mais avec, des parties génitales associées au sexe masculin. Ça veut pas dire qu'il s'identifie non plus au genre féminin. Tu sais, ils ont un âge aussi où ils vont s'identifier aux super-héros. Ils vont s'identifier... Ben oui, ça peut être exploratoire. Tu sais, ton enfant peut décider... Nous, on jouait à Destin à un moment donné à la maison. Je vous confie ça. Puis, j'avais un de mes enfants, il choisissait toujours un partenaire masculin. Tu sais, à un moment donné, tu gagnes, là, puis là, t'as un conjoint, une conjointe qui avait toujours un conjoint. On aurait pu tout de suite se dire, oh là là, il est homosexuel. Là, on est dans l'orientation sexuelle, c'est pas l'identité de genre. Mais on sautera pas tout de suite aux conclusions. Là, on s'entend, il n'a que 7-8 ans. Je pense qu'il a senti qu'il n'y a pas de jugement, il y a de l'ouverture et tout est possible. On est en 2022. Je pense que il y a à peine 10 ans, un enfant aurait peut-être pas été à l'aise de dire il ou elle ou de se promener dans cette variation-là. C'est la même chose pour l'orientation sexuelle. Donc, je pense qu'il faut pas tout de suite sauter aux conclusions. Ça reste que Lauriane, tu pourras me corriger, mais moi, je connais pas les statistiques en ce sens-là, mais ils sont pas très élevés non plus, là. Les enfants vraiment qui naissent avec une dysphorie de genre. Est-ce que tu les sais, ces chiffres-là? Sincèrement, je n'ai pas vraiment les connaissances, pas tant mon champ d'expertise en tant que tel, mais je sais que c'est pas si élevé. C'est vraiment pas élevé, là. En même temps, tu sais, je veux dire, nécessairement, il y a peu d'études parce que comme ça a été peu exploré aussi. Il y a pas longtemps, c'était une grosse maladie mentale puis c'était la grosse affaire, là. C'est vrai. Fait que c'est sûr que c'est à voir, mettons. Mais l'idée, j'aime beaucoup de mettre des lunettes et de se dire, allons-y dans l'exploration, on y va, on le suit, on le valide et on verra si ça va persister dans le temps. Et si c'est le cas et qu'on ne se sent pas outillé, n'hésitons pas à demander de l'aide. Exact. Voilà. Je veux dire, nous, on n'a peut-être pas eu justement de questionnement en lien avec notre genre, donc c'est normal aussi comme parents. On n'est pas des mauvais parents pour autant si on comprend pas ce que vit notre enfant. C'est de valider, oui, notre enfant, mais c'est de se valider nous-mêmes aussi en tant que parents, puis de se dire qu'on n'a pas toutes les réponses aux questions, puis que ça se peut fort bien qu'on ait des sentiments de mal-être, de malaise, de peur, de frustration même par des réalités qu'on comprend pas, mais j'aime rappeler que c'est pas parce qu'on comprend pas que c'est pas valide, justement. C'est beau ça, ce n'est pas parce qu'on comprend pas que ce n'est pas valide. Si je comprends bien, tout ce qu'on vit est valide. Toujours. Donc c'est toujours le regard que l'autre porte sur ce qu'on vit qui le rend pour lui ou elle compréhensible ou pas selon ce qu'on a dans notre bagage. Donc notre enfant, s'il vit quelque chose, déjà c'est valide. On l'accueille, puis après ça, on verra ce qu'on en fait. Absolument. Un ressenti, une émotion, c'est toujours valide parce que ce n'est pas quelque chose sur quoi j'ai du pouvoir. J'ai du pouvoir sur mes actions, sur mes comportements, mais je n'ai pas de pouvoir sur comment je me sens. Alors oui, c'est toujours valide, même si dans notre perception de parents, on se dit, ben voyons donc, ça n'a aucun sens, mais ça demeure ta perception. Il a le droit de se sentir comme ça, il ne contrôle pas ça non plus. C'est vrai. C'est là que la validation
émotionnelle est ultra importante, mais aussi la communication, comme on le disait plus tôt. Ouvrir, questionner, comment tu te sens, comment tu perçois ça, parle-moi de ça. D'éviter de mettre des mots dans la bouche de l'enfant, tu sais. Parle-moi, raconte-moi. Ah oui, t'as choisi un avatar féminin, tu sais, si on revient à ça. Ah, pourquoi? Parle-moi, qu'est-ce que tu aimes de cet avatar-là, tu sais? Il va peut-être dire, je la trouvais juste belle, mais des fois, ça perdure dans le temps. Et là, je m'en voudrais, on peut pas terminer sans parler de consentement. C'est très important. Ben oui. Ça s'installe dès, encore là, je pense, le plus jeune âge. Peut-être un exemple flagrant qu'on peut voir des fois, c'est un enfant, justement, qui va en toucher un autre, puis que ça convenait pas. Évidemment, ils vont... Souvent, en jeune âge, ils vont pas demander, est-ce que ça te tente que je te touche? Les comportements arrivent. Comment on fait pour amener le consentement de la façon la plus brève, facile possible selon l'âge de notre enfant? Lorsqu'il y a 3, 4 ans, on n'a pas la même discussion qu'à 9, 10, 12 ans. Là. Ben, tu sais, le consentement, c'est une notion qu'on va intégrer tout au cours de notre vie de façon vraiment de multiples façons différentes. Puis le consentement, en fait, ça peut être dans tout plein de situations. Ça peut être autant dans les câlins, dans les chatouilles. Mettons, ton enfant te dit, arrête, ben, d'arrêter tout de suite, puis de dire, OK, tu m'as dit d'arrêter, je respecte ça. Puis d'aller dans ce sens-là qui peut être très, très, très banal comme exemple. Sinon, on peut parler de l'exemple du bain, nommer les parties du corps, justement, en disant que c'est un corps, puis que c'est normal, justement, puis de ramener l'intimité. Puis le consentement aussi, il faut ramener ça à une notion de sécurité. Donc, de toujours ramener un contexte sécuritaire, puis de le voir de cette façon-là. Puis je trouve ça intéressant qu'on en parle parce que justement, nommer les parties génitales, c'est tellement important parce que quand on est dans un procès d'agression sexuelle, malheureusement, un enfant qui va pas dire les vrais mots, ça peut passer un peu sous le radar puis il va être moins pris en considération. OK, s'il utilise, je sais pas, là, mon petit minou avec le petit zizi. Exactement. Ben, dans un procès, justement, ben, ça peut être vraiment confrontant. Puis le fait que l'enfant est en mesure de nommer les parties du corps peut le nommer à son parent aussi. De se dire, ah, ben, crime, il m'a touché telle partie du corps. Puis c'est ça vraiment plus, moins abstrait, en fait. Beaucoup plus clair. Ça, j'avoue que c'est une notion extrêmement importante. On souhaite pas évidemment que ça arrive, mais le fait qu'on offre à notre enfant les outils, les mots pour s'exprimer, mais si ça peut accélérer une dénonciation et surtout se faire comprendre, déjà, ce sera énorme. Et en termes justement de consentement, Mélanie, si l'enfant il revient à la maison puis il dit par exemple que tel ami à la garderie s'est passé telle situation ou que il revient en rétroaction sur des choses, sur le coup, il a peut-être pas été capable de le nommer. Comment on peut le guider avec ça? Ben, c'est de reprendre la situation avec lui, de lui demander tout le temps les deux sphères. Donc, comment tu t'es senti et quel était ton besoin? Ben, on oublie des fois, je pense, le besoin. Ben, ça peut être très différent, tu sais. Il se pourrait que l'enfant dise, ben, moi, je me suis pas bien sentie, mais j'avais pas nécessairement besoin de lui dire. J'aurais pas voulu lui dire. Parce que je le reverrai pas, parce que normalement il n'est pas dans mon groupe, parce que bon, pour plein de raisons. Puis l'inverse est aussi vrai, tu sais. Peut-être que l'enfant va dire, ben moi je me suis quand même bien sentie, j'ai aimé ça, mais j'aurais voulu lui dire que c'était trop proche de moi ou que j'ai pas aimé quand il l'a fait comme ça. Puis tu sais, on parle de sexualité, mais comme le disait Lauriane, c'est vraiment dans toutes les sphères. Tu sais, c'est d'apprendre à nos enfants, d'enseigner en fait à nos enfants à s'affirmer en général. Oui. Donc oui, les chatouilles, le jeu, tout ça. Ton ami, il est trop proche. Dis-lui qu'il est trop proche. Pousse-toi. Donc, voici comment je me sens. Voici quel est mon besoin. Je n'aime pas ça. J'ai besoin que tu t'éloignes. C'est comme ça qu'on enseigne l'affirmation de soi. J'ai pas envie d'aller jouer à ça. J'ai besoin d'être seule. C'est super important. Et c'est là que l'enfant va être capable de nommer, ou du moins, il va peut-être essayer de nommer les choses quand il va vivre vraiment une grande situation de malaise, dans le cas, par exemple, du consentement sexuel. Là. Et ça perdure pour toute la vie. Si on n'a pas appris à s'affirmer quand on était petit, c'est difficile de s'affirmer à l'âge adulte. À l'âge adulte, et là, ça peut nous amener encore là plein d'inconfort et de la difficulté dans nos relations, on va dire ça comme ça, et dans la principale relation qui est avec nous-mêmes, hein, la plus importante d'ailleurs. Donc, je retiens ça aussi. Comment tu t'es senti et quel est ton besoin? Parce que, petite confidence, je suis très bonne dans le comment tu t'es senti, mais j'oubliais le quel était ton besoin. Donc, je pense que c'est intéressant de venir combler les deux sphères, c'est essentiel. Alors, ce que je retiens aussi, on est ouvert, on dit les vrais mots et
on suit le rythme de notre enfant. Hein? On suit ses questionnements pour l'accompagner là-dedans. Je pense que c'est ça aussi notre rôle de parent. Merci, mesdames. Merci. Merci. Bonjour Jessica, merci d'être là. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là avec vous. J'aimerais d'abord que tu nous parles pourquoi c'est important de prévenir, de faire de la prévention auprès des enfants. Là. Même on parle ici de tout petits. Oui, effectivement. C'est sûr que ça peut être surprenant quand on parle de faire de la prévention de la violence sexuelle chez les tout-petits. Marie-Vincent, nous, ça fait déjà quelques années qu'on a développé un programme qui s'appelle le programme Lanterne. Puis on l'a fait au départ parce que quand on a démarré notre département de prévention, qui n'existait pas à la base dans la mission de Marie-Vincent, on avait un département qui donnait de la formation, mais prévention, c'est assez récent, là. C'est seulement depuis quelques années qu'on est là. Et quand on a démarré notre département, donc, on s'est rendu compte que nos statistiques de violence sexuelle au Québec étaient vraiment impressionnantes, disons-le comme ça. On sait qu'au Québec, une fille sur 5 et un garçon sur 10 va être victime de violence sexuelle avant l'âge de 18 ans. Oh, c'est beaucoup, hein? C'est vraiment beaucoup. Puis quand on regarde, parmi toutes ces victimes-là, on avait un pourcentage d'un 13% de ces enfants-là qui étaient âgés de moins de 5 ans. Oh là là. Et quand on pense à un enfant qui est âgé de moins de 5 ans, on sait que c'est pas une statistique qui est représentative parce que ces enfants-là, bien souvent, sont pas capables de nommer ce qu'ils ont vécu et n'ont pas nécessairement conscience non plus qu'ils sont victimes de violences sexuelles. Non, on peut avoir l'impression que c'est normal, entre guillemets, là. Exactement. Ils sont particulièrement vulnérables, nos tout-petits, parce que eux, ils sont dans un contexte de proximité tout le temps avec les adultes. Hein? Ils sont dépendants de l'adulte, donc ils sont dans une relation de soins toujours. Les soins sont physiques. Hein? On va changer la couche, donc on est vraiment dans l'intimité directe de l'enfant. Ensuite, il y a aussi tout le fait qu'on apprend aux enfants à respecter ce que l'adulte lui dit. Hein? On ne dit pas non à un adulte. Quand on est un tout petit, on apprend à respecter les consignes. À obéir à ce qu'on leur demande, entre guillemets, là. Exactement. Mais malheureusement, on sait aussi que dans la plupart des cas, 99% en tout cas des enfants qui viennent chez nous à Marie-Vincent connaissent leur agresseur. Donc, c'est des gens dans l'entourage immédiat de l'enfant. Donc, peut-être quelqu'un qui va prendre soin de l'enfant, qui va s'en occuper. Et donc, pour un tout petit, de savoir que, bon, quelqu'un qui prend bien soin de moi, qui s'occupe de moi pourrait me faire du mal aussi. C'est très, très difficile à figurer. Donc, ils n'ont pas de notion de bien, de mal et s'affirmer face à quelqu'un qu'on aime. C'est difficile même quand on est adulte. Donc, on imagine pour un tout petit. Hein? Non, c'est vrai. Hein, même des fois, nous, on a de la misère à poser nos limites ou on peut, en tant qu'adulte, des fois accepter des choses qui sont inacceptables. Donc, je peux comprendre que pour un enfant qui comprend d'instinct, qui est dépendant de l'adulte pour sa survie, ça devient encore plus difficile de nommer tout ça, surtout lorsque les mots ne sont pas nécessairement au rendez-vous, là. Ben oui, effectivement, parce que là, on parle même, un tout petit n'en a juste pas de mots, là, quand on est dans le 0-2 ans, on est dans l'apprentissage de la parole, puis même après, quand on arrive plus vers le 4-5 ans, qu'on a un petit vocabulaire, mais parfois, on va utiliser des mots, hein, par exemple, parce que nos parents nous ont parlé de nos parties intimes en utilisant des surnoms, des choses comme ça. On va utiliser des noms que les autres adultes comprendront pas quand on va parler de ce qui nous est arrivé. Donc là, c'est difficile pour un adulte autour d'entendre puis de reconnaître qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Je comprends. Et je voyais aussi dans les facteurs de prévention qui étaient très importants. Puis c'est quand je l'ai lu que je me suis comme rendu compte qu'effectivement, c'est important de faire la promotion dès que les enfants sont petits de relations égalitaires. Hein? Ouais. Souvent, tout l'aspect aussi du consentement, de l'égalité arrive lorsque on vieillit, mais dès qu'on est petit, c'est un sujet qui est important à aborder. Puis j'imagine que comme parents, avec notre coparent, nous sommes les meilleurs exemples aussi, hein? Oui, tout à fait. Comme parents, on peut être des modèles pour nos enfants parce qu'on le sait que les enfants apprennent
vraiment énormément de ce qu'ils voient. Hein. Ils observent, sont des petites éponges, ils vont regarder les dynamiques autour d'eux, que ça soit juste dans la façon dont on s'adresse à l'autre parent, que ça soit dans le partage des tâches à la maison aussi, ça donne un exemple à l'enfant. Parfois, c'est des choses qu'on dit aussi sans même s'en rendre compte. Hein. On va véhiculer des petits stéréotypes, des choses comme « Ah, tu passes le balai comme maman », hein? Ou des choses, tu sais, des petits réflexes qu'on a qui vont véhiculer les stéréotypes. Ça peut être l'entourage aussi. Hein. Excuse-moi, mon coco, hein, j'ai pas de film pour toi, j'ai juste des films de filles. C'est tout des films de princesses. Hein, là, qu'on envoie des petits messages à l'enfant. Même si on veut pas mal faire, on n'a pas de mauvaise intention derrière ça. Non. Mais l'enfant comprend qu'il y a des rôles qui sont attendus de lui, qui devrait peut-être aimer certaines choses plus, qui devrait se comporter d'une certaine manière attendue selon le sexe qui a été assigné à la naissance, finalement. Mm-hmm. Je comprends. Et là, si déjà l'enfant jeune comprend qu'il y a des disparités dans l'égalité, que, par exemple, les femmes sont supérieures ou les hommes sont supérieurs, ça pourrait, j'imagine, favoriser un comportement d'abus en vieillissant. Oui, tout à fait, parce que quand on est dans une asymétrie dans la relation de pouvoir, hein, qu'on dirait, ben ça, le pouvoir, c'est un carburant de la violence. Ça va venir l'alimenter. Quand on pense que on a plus de droits ou qu'on est meilleur qu'un autre, peut-être, ben ça peut contribuer effectivement à entraîner des dynamiques de violence, donc des dynamiques de violence sexuelle. Et c'est pour ça, entre autres, là, qu'on travaille beaucoup sur les relations égalitaires, nous, dans le cadre du programme Long Terme. Oui, je trouve que c'est un aspect vraiment à ne pas négliger. Et si on revient un petit peu à la première question, comment on peut juger ou interpréter comme adulte un signe clair de la part d'un enfant, que ce soit les nôtres ou parfois on peut être aussi un adulte de référence pour un enfant de notre entourage, un tout petit ou même, j'allais dire facilement jusqu'à 9-10 ans, qui viendrait nous voir puis qui pourrait nous donner des signes que peut-être qu'il est victime de quelque chose, mais en même temps, ça devient très glissant parce qu'on se dit, est-ce que je veux ouvrir une boîte de Pandore? Tu sais, est-ce que je me fais des idées? Des fois, on peut interpréter des choses aussi comme adulte. On veut pas laisser passer l'inacceptable, mais on voudrait pas non plus mettre la bisbille pour quelque chose qui n'a jamais existé. Mais je pense que le plus important à retenir, c'est que quand un enfant vient nous voir pour nous parler de violence sexuelle, la première chose qu'on doit faire, c'est premièrement de le féliciter d'être venu nous parler de ça, puis deuxièmement, de le croire. Il faut avoir le réflexe de se dire, et si c'était vrai, ce que je suis en train d'entendre, plutôt que de se dire, et si c'était faux? Puis d'essayer toujours de l'expliquer d'une autre manière. C'est sûr que pour nos tout-petits, on s'est dit que la plupart du temps, sont pas conscients qu'ils sont victimes de violences sexuelles, ce qui fait que quand ils vont venir dévoiler, ça va être de façon complètement accidentelle. Hein? Ils vont nommer souvent quelque chose out of the blue, ça va sortir de manière précipitée, pas dans son contexte. L'enfant n'a même pas l'air d'avoir des émotions négatives en lien avec ce qu'il va nommer. Mais l'adulte qui reçoit, par contre, lui, va être très affecté par ça. Donc, c'est sûr que quand un enfant de cet âge-là nous rapporte que quelqu'un a commis un geste de nature sexuelle envers lui, ça, c'est notre indice qui est 100% fiable. Ça, il n'a pas pu inventer ça s'il ne sait même pas de quoi il parle. Là. Exactement. Donc, on va se fier à ça à 100%. Il y a d'autres indices qui peuvent, je dirais, peut-être nous alerter, nous mettre la puce à l'oreille, comme si on voit qu'un enfant va avoir des changements de comportement subis, là, tu sais, des régressions. On avait des stands qui étaient acquis, par exemple, au niveau de la propreté, puis là, on a une régression. Un enfant qui va avoir beaucoup de symptômes aussi physiques, comme, tu sais, des maux de ventre, maux de cœur, qui va vivre de l'insomnie, des cauchemars, faire de l'anxiété, qui va s'isoler. Aussi, on peut avoir aussi la crainte d'un adulte en particulier. C'est sûr que notre réflexe, ça peut être chercher les marques physiques, mais on doit vous dire là, vraiment dans très, très faible pourcentage de cas, chez nous, à Marie-Vincent, on va avoir un enfant qui va avoir des marques physiques quand il va avoir vécu une violence sexuelle. Oui. C'est vraiment très, très rare. C'est pour ça que dans la grande majorité des cas, là, on va se reposer vraiment sur
les verbalisations de l'enfant puis le dévoilement pour pouvoir aller plus loin dans les procédures judiciaires puis au tribunal. Donc, faut se dire à quel point c'est important de bien recevoir ça quand l'enfant là, nous dévoile. Les traces physiques, c'est vraiment très rare. Pour un tout petit, ce qu'on pourrait avoir comme traces physiques, ça pourrait être par exemple des rougeurs qui sont importantes au niveau des organes génitaux, des écoulements. C'est sûr que la présence du TSS aussi, ça nous alerte automatiquement. Mais sinon, c'est est-ce que... Non, c'est ça, c'est pas je veux dire d'emblée nécessairement, mais est-ce que les dévoilements peuvent souvent, par exemple, passer par parfois la lecture d'un livre, si on parle, tu sais, simplement parler des parties du corps, puis là, hop, ça peut venir, ou les jeux de rôle, si on voit dans une maison de poupée, par exemple, que je le sais pas, là, et l'enfant va nous parler, mettons, de la maman, du petit bébé, puis que là, il peut mimer des gestes, des choses comme ça, que là, on peut avoir peut-être un peu la puce à l'oreille, puis je veux dire, comme on disait tantôt, là, 2, 3, 4 ans, des fois, ils ont à peu près 20 mots de vocabulaire dès le départ. C'est dur là, de verbaliser tout ça. Oui. C'est sûr que dans les jeux des enfants, il peut y avoir des indices, mais ce qu'on a remarqué, nous, beaucoup, c'est quand on fait vraiment des enseignements spécifiques au niveau, par exemple, des habiletés de protection. Quand on va parler de la bulle avec l'enfant, quand on va parler de l'intimité, quand on va lui dire que il y a des gestes qui sont inacceptables, qu'il n'y a jamais de partie intime dans des jeux, par exemple, ou que il n'y a pas de secret avec les parties intimes. Si quelqu'un fait un secret avec les parties intimes, c'est parce que c'est pas un bon secret. Donc, ça, c'est pour peut-être les plus vieux, parce que nos plus petits secrets, hein, c'est vraiment quelque chose de pas très concret. Fait qu'avec les plus petits, on va utiliser plutôt justement des gestes inadéquats qui sont très concrets. Hein? Personne n'a le droit de toucher tes parties intimes. Personne n'a le droit de regarder tes parties intimes, de les prendre en photo, de les embrasser. Donc, on est vraiment très littéral avec les petits, mais c'est vraiment pour qu'ils soient capables d'identifier les gestes qui sont inadéquats, puis avoir tout de suite le petit réflexe de « oh » là, qui vient nous dire que il y a quelque chose qui va pas en dedans de moi, là. OK. Ah, mais j'aime ça parce que j'avoue, même moi, j'ai 3 enfants et, bon, on parlait évidemment des parties intimes, tout ça, mais j'avais jamais été aussi loin dans la prévention de façon comme on vient de l'exposer, puis je trouve ça intéressant. Puis je pense que je vais le refaire, puis je vais revoir ces discussions-là. C'est sûr que ma plus grande à 6 ans, elle me nomme parfois qu'ils en parlent à l'école, ils lisent des livres sur le sujet. Mais je veux dire, pour mes plus petits, ça vaut quand même la peine de rappeler ces notions-là qui, des fois, pour les parents, peuvent nous sembler acquises et évidentes. Mais je veux dire, si on n'accompagne pas, si on n'enseigne pas ça en prévention à nos enfants, pour eux, c'est pas inné, là, comme ça, de comprendre ça. Oui, effectivement. Puis dans le cadre du programme, justement, là, on a développé un album qui s'appelle La bulle de Miro, qui va venir parler justement aux tout petits de la bulle, de comment on peut s'affirmer, qu'on a le droit de s'affirmer même avec les personnes qu'on aime. Puis tout le monde doit respecter nos limites. Puis ça l'enseigne aussi à l'enfant, c'est quoi un adulte de confiance? Parce qu'on le sait qu'on va souvent dire ça aux enfants, on va parler à un adulte de confiance si jamais il t'arrive quelque chose, mais pour des tout-petits, ça veut dire quoi, la confiance? C'est très difficile. Oui, et puis comme tu disais, malheureusement, les abus arrivent souvent de gens de l'entourage. Donc, si, par exemple, c'est ton éducatrice, ton éducateur, un enseignant, un grand-parent, un oncle, une tante des parents, ben pour lui, c'était peut-être ça, justement, son cercle de confiance. Puis là, ben les agressions arrivent dans le cercle de confiance. Donc, on vient comme de bousiller le chemin qu'on lui avait enseigné, là. Oui, exactement. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi ajouter une notion super importante dans l'adulte de confiance. L'adulte de confiance, c'est quelqu'un qui respecte ta bulle. Quand l'adulte de confiance respecte plus ta bulle, c'est plus un adulte de confiance. Donc, il faut vraiment ajouter ça à notre définition comme qu'on a souvent de base, là, finalement. Oui, je prends des notes. L'adulte de confiance respecte ta bulle. J'aime ça. Parce que c'est ça. Je veux dire, ça devenait, je trouve, des fois un petit peu difficile parce qu'on leur dit d'aller se confier, mais clairement, ils veulent pas nécessairement dénoncer quelqu'un qu'ils aiment, donc ça pourrait devenir compliqué. L'adulte de confiance respecte ta bulle. J'aime ça. Et d'ailleurs, à la Fondation Marie-Vincent, bon, vous soutenez les enfants, les adolescents victimes de violences sexuelles. Vous offrez les services dont ils ont besoin. Mais votre mission, elle est grande. On le dit dès le départ, ça passe aussi par la prévention,
la sensibilisation, l'éducation, comme on fait ensemble aujourd'hui. Mais pouvez-vous un petit peu nous décrire les impacts de votre travail au quotidien pour quelqu'un qui nous écoute et qui connaît pas la Fondation Marie-Vincent? Oui, tout à fait. Mais comme par exemple, pour nos programmes de prévention, on en a quelques-uns, là, quelques-uns qui roulent déjà depuis quelques années et des nouveaux qui sont aussi en développement. On a des programmes de prévention qui s'adressent plus aux adolescents. Donc, on en a un qui est super intéressant qui s'appelle l'APP. Donc, c'est une approche de prévention par les pairs, ce qui fait qu'on a des pairs formateurs qui vont être formés dans les écoles secondaires, niveau secondaire 4 et 5, pour aller former des plus jeunes sur la prévention de la cyberviolence sexuelle. On a aussi un programme en développement présentement pour prévenir l'exploitation sexuelle et la traite chez les jeunes. Notre programme Lanterne 0-5 ans, ça fait déjà quelques années qu'il est implanté, mais on forme actuellement des éducatrices qui sont des responsables de services de garde éducatifs en milieu familial. On forme aussi dans le milieu communautaire tous les intervenants qui travaillent auprès des 0-5. Donc, que ça soit à garderie, que ça soit en maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Donc, on ratisse assez large dans le milieu communautaire avec ce programme-là parce qu'on pense que vraiment, plus il y a d'adultes qui sont sensibles puis qui sont formés à la situation de la violence sexuelle, puis comment réagir, plus nos enfants vont être protégés. Hein. Puis, on a aussi de la formation qu'on offre aux professionnels dans la même optique, hein, de toujours vouloir renforcer les connaissances. Donc, on forme, entre autres, à l'École nationale de police là, pour l'entrevue non suggestive avec le protocole NICH. On forme aussi nos professionnels du réseau de la santé et des services sociaux pour l'entrevue non suggestive, mais aussi pour plein d'autres choses, entre autres l'intervention auprès des proches d'enfants victimes de violences sexuelles, parce que c'est une grosse composante du bien-être de l'enfant qui a été victime, hein, d'avoir des proches qui sont bien soutenus, qui sont encadrés. Ça va vraiment favoriser la résilience des enfants. Là. Oui, puis j'imagine ça devient aussi un tsunami dans la famille en général si on apprend que quelqu'un en qui nous-mêmes, comme adultes, on avait confiance et qu'on n'avait jamais l'impression que ça pourrait arriver, bien là, de devoir négocier avec ça, ça doit être extrêmement difficile. Oui, effectivement, c'est comme tu l'as dit, c'est un tsunami. Nous, on dit souvent c'est une bombe. Là. Tous nos repères sont chamboulés. Comme parents, on se sent coupable. On aurait voulu réagir, on aurait voulu pouvoir protéger. On l'a pas vu avant. On peut avoir tendance à se culpabiliser beaucoup. Exactement. Aussi, hein. Exactement. Puis il y a aussi toutes les, tu sais, on pense peut-être moins à cet aspect-là, mais toute la réorganisation de notre vie. Si on doit accompagner notre enfant dans des postes de police, aller faire de la thérapie, mais là, au niveau, mettons, de notre travail, il faut qu'on réorganise notre horaire. Si c'est quelqu'un de la maisonnée qui était l'agresseur, là, on doit réorganiser la vie familiale complètement. Donc, tu sais, les parents ont vraiment besoin d'être soutenus, les proches des enfants. Avant, on offrait du service seulement aux parents, mais maintenant, on a élargi aux proches. Donc, tu sais, on peut penser à une famille d'accueil, on peut penser à un proche élargi qui est là pour prendre soin de l'enfant. Ça peut être des services qui sont offerts. Oui, parce qu'effectivement, c'est large, puis les ramifications des impacts sont souvent plus larges qu'on peut le croire, ou même, dans bien des cas, on n'a jamais même pu s'imaginer que ça pourrait arriver. Donc, effectivement, quand la bombe explose, ben c'est normal aussi que, comme parents, on ne ait pas toutes ces réponses-là et qu'on ait besoin d'être accompagnés. Donc ça, je pense que c'est important de le nommer aussi, que nous, également, on peut être dévastés et qu'on a besoin d'accompagnement. Et en terminant, j'aimerais qu'on parle d'un balado que vous avez qui s'appelle « Mon guide sexy ». C'est sur la plateforme audio de Radio-Canada. Ça aussi, j'imagine, c'est toujours dans un effort de prévention, sensibilisation. Oui, effectivement. Dans le fond, le balado, c'est un peu une deuxième mouture parce qu'on avait déjà travaillé avant avec Lily Thibault, qui est celle qui a eu l'idée du balado. Oui. Donc, on avait travaillé avec elle pour un autre balado qui s'appelait Éveil, qui s'adressait vraiment aux enfants de 6 à 12 ans. On abordait des questions de sexualité
avec des enfants qui posaient des questions. Puis on était avec Lily, puis on collaborait avec elle pour répondre à ces questions-là. Puis mon guide sexu, c'est un peu la deuxième mouture. Donc là, on est venu offrir une autre version avec une histoire qui est racontée, qui est vraiment là avec des enfants, des parents, des questionnements qui surviennent dans la tête des enfants avec ces histoires-là. Donc, c'est super intéressant. C'est sûr que pour les enfants de 6 à 12 ans, le balado, c'est un outil qui est vraiment le fun. On voit que ça stimule l'écoute. Ce qu'on sait, c'est que les enfants sont capables de rester accrochés à l'épisode du début jusqu'à la fin, puis ils ont plein de questions intéressantes à poser par la suite. Donc, autant pour un parent qui ne sait pas comment aborder l'éducation à la sexualité avec son enfant, puis qui a besoin comme d'un support là, pour le faire, autre que peut-être les livres qu'on a réflexe de prendre, puis que c'est super bien, mais là, on a quelque chose de peut-être un peu plus interactif. Puis aussi, en milieu scolaire, ça peut être utilisé pour pouvoir faire les cours d'éducation à la sexualité, que les profs, des fois, ne savent pas trop par quel bout commencer. Là, ça peut être une bonne entrée à la matière. Oui, vraiment un service d'accompagnement. Donc, je vais mettre le lien sous la description de l'épisode. Donc, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez en savoir davantage, ça peut être intéressant probablement de l'écouter aussi avec son jeune. Donc, ça va nous donner des informations, nous, comme parents, et ça va peut-être éveiller des questions et on sera là pour y répondre comme adultes aussi significatifs. Merci beaucoup, Jessica. Je trouve qu'on a vraiment fait le tour aujourd'hui pour démystifier un petit peu ce que vous faites à la Fondation Marie-Vincent et j'invite les auditeurs, auditrices également, si vous avez des questions supplémentaires, si vous avez besoin d'outils, il y a une belle section prévention sur votre site web où on trouve des articles de blog, entre autres, et des informations. Et j'imagine, au besoin, on peut également vous écrire. Là. Il y a vraiment des guides, des ressources pour les parents. Donc, ne pas hésiter à le faire, c'est si important. Merci beaucoup. Et voilà, c'est ce qui complète cet épisode. Si vous n'avez pas eu le temps de la noter, eh bien la phrase qui m'a marquée, c'est celle « Un adulte de confiance, c'est celui qui va respecter ta bulle intime. Un adulte de confiance, c'est celui qui va respecter aussi tes parties intimes. » Je pense que ça vient vraiment aiguiller notre enfant sur le fait que les adultes qui sont dans son cercle rapproché ne sont peut-être pas nécessairement des adultes de confiance. Puis je pense que c'est une phrase qu'on peut même se répéter comme parent, comme adulte. Un adulte de confiance, c'est quelqu'un qui nous respecte. Merci à mes invités aujourd'hui. Jessica Martin de la Fondation Marie-Vincent. Vous avez toutes les informations en lien avec la Fondation sur l'épisode. Vous pouvez aller voir ce qu'ils font. Ils font un travail vraiment exceptionnel. Vous pouvez également les appuyer financièrement. Merci aussi à Lauriane Hélène Gauvin que vous pouvez suivre sur Instagram sous Maman Sexo. Merci à la si généreuse Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice, qui a un horaire de fou puis qui a trouvé le temps de venir nous voir pour un enregistrement devant le public. Merci à Sylvain Berger-Thibault qui a eu beaucoup de montage à faire cette saison, nouvellement papa pour une deuxième fois. Alors vraiment, je sais à quel point ça peut être exigeant. Merci. Merci à Kaleido, l'oreiller qui en fait toujours plus et qui a cru en ce projet dès le jour 1 et qui nous appuie encore aujourd'hui. Je m'appelle Maggie Bélanger et c'est un plaisir d'être avec vous chaque semaine afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bye bye!